Vous êtes aujourd'hui un fondateur d'école. Problème, eh bien, le pays où vous êtes est différent de celui où se trouve votre école. Vous devez piloter votre activité à distance, ce qui n'est pas une mince affaire. Ou encore, vous devez composer avec différents logiciels. Un logiciel pour la gestion des inscriptions, un autre pour enregistrer les notes et générer les bulletins des élèves, un autre encore pour la tenue de la comptabilité, ce qui est tout simplement harassant, fatigant. Ou encore, avec les effectifs qui sont en train de grossir, jusqu'ici, vous aviez utilisé Excel pour gérer vos activités, mais ça devient tout simplement impossible à gérer. Vous êtes à la quête d'un logiciel performant de gestion scolaire. Et bien, pour résoudre tous ces problèmes, notre logiciel SchoolApp, un logiciel tout en un pour la gestion administrative de l'école, pour alléger la gestion administrative de l'école et puis prendre en charge tous les volets de la gestion administrative, y compris la tenue de la comptabilité. Donc, on n'est pas ici juste pour vous fournir un outil pour gérer les inscriptions, pour faire les emplois de temps, pour produire les bulletins. On vous met à disposition un logiciel qui va jusqu'à la tenue de la comptabilité et la production des états financiers de l'école afin qu'elle puisse satisfaire à ses obligations réglementaires également, et ça c'est absolument important. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le fonctionnement de notre logiciel afin que vous puissiez apprécier par vous-même les différents avantages que ce logiciel vous apportera en termes d'amélioration de la gestion administrative de votre école. Nous allons commencer naturellement par la création de compte. Comment procéder? Vous irez dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous saisissez comme caractère www.school.app. Ensuite, vous êtes conduit sur cette page où vous cliquerez sur ce bouton avec un fond bleu, créer un compte. Et puis, vous êtes invité ici à donner quelques informations sur votre établissement. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton créer un compte. Une fois que vous avez renseigné l'ensemble des informations, vous cliquerez sur le bouton créer votre compte. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans votre boîte de réception d'email, le même email dont vous vous êtes servi pour la création de compte, et vous constaterez que vous avez reçu un email qui a pour titre confirmation de votre compte. Il vous suffit de rentrer dans l'email et de cliquer sur le tout premier lien en couleur bleue, ce qui vous permet ainsi de confirmer la création de votre compte. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes conduit sur une page de connexion et vous devez tout simplement mettre ici l'email et puis le mot de passe que vous avez défini à la création de votre compte. Lorsque vous avez renseigné les informations correctement, vous cliquerez sur le bouton se connecter. Et bingo, vous voilà sur le tableau de bord sur www.school.app. Vous pouvez constater que vous avez ici toutes les informations sur votre école, l'année scolaire qui a donc été créée automatiquement à la suite de votre inscription. Vous avez une partie du tableau de bord qui est dédiée ici à l'effectif. Une autre partie, là, sont les données financières, les revenus, les dépenses, la marge. Nous sommes à 0 francs pour l'instant. Là, nous avons la partie trésorerie. Ici, ce sont les crédits SMS. Donc, si vous souhaitez envoyer des SMS aux parents d'élèves, aux membres du personnel, là également, c'est possible. Ici, ça définit le crédit SMS auquel vous avez droit. Et puis, en dessous, on aura ici des graphiques qui vont s'afficher tout simplement lorsqu'on aura enregistré les informations sur les recettes et les dépenses de l'école. Une fois que le compte il est créé, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va s'intéresser notamment aux cycles. Généralement, les groupes scolaires, les collèges sont organisés en cycles. On pourrait par exemple avoir un cycle pour la maternelle, un cycle pour le primaire, un cycle pour le collège, un cycle pour le lycée. C'est ça la notion de cycle, un regroupement d'un certain nombre de classes, de niveaux qui peuvent être mis ensemble. Alors pour créer des cycles, c'est pas bien compliqué. Vous irez dans la partie cycle, vous cliquez sur ajouter. On va par exemple ici créer un cycle tout en définissant la notation qui va caractériser ce cycle. On pourrait par exemple avoir au cycle primaire une notation qui se fait sur 10 points. Là je parle de la notation à la suite des évaluations. Au niveau du secondaire, par exemple, on pourrait avoir une notation qui se fait sur 20 points. Donc on mettra ici le nombre de points maximum du cycle correspondant parce que ça va définir la façon dont le bulletin
de l'élève appartenant à ce cycle-là va être généré. Par exemple, ici, on va créer notre premier cycle. Ensuite, on va en créer un deuxième. On va cliquer là sur ajouter. Donc voilà nos cycles qui sont créés. Une fois que les cycles sont créés, on peut leur rattacher des classes. Pour la création des classes, vous irez dans la barre de navigation. Vous sélectionnez classe et vous cliquez sur ajouter. On va ici sélectionner par exemple le primaire. On pourrait avoir comme classe style. Donc la création de classe n'est pas du tout compliquée. Vous créer comme ça successivement les différentes classes qui sont rattachées à un cycle donné. Donc vous mettez le cycle, la classe, ajouter. Maintenant que les classes sont déjà créées, vous avez la possibilité d'inscrire vos élèves. Il y a plusieurs manières d'inscrire les élèves. On va déjà noter que on peut inscrire un nouvel élève. Un nouvel élève, lorsqu'on parle de nouvel élève, on parle ici d'un élève qui n'existe pas encore dans la base de données. Pour le faire, vous viendrez ici sur le volet gestion des élèves. Vous cliquez tout simplement sur inscrit nouvel élève et là vous avez une page qui va s'ouvrir qui vous permet ici un formulaire en tout cas que vous devez compléter pour inscrire un nouvel élève. Si l'élève existe déjà dans votre base de données, par exemple, vous avez déjà utilisé le logiciel pour la précédente année scolaire, et puis l'élève il est déjà dans la base de données, on va juste procéder à un changement de classe. On va l'inscrire pour la nouvelle année scolaire et on va définir la classe à laquelle il appartient pour cette année scolaire-là. Et pour ce cas de figure, vous cliquerez sur inscrit ancien élève, vous sélectionnez la nouvelle année scolaire. Vous allez ici sélectionner l'élève. Donc pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore enregistré, on n'a encore enregistré aucun élève, on ne peut rien voir. Une fois que vous sélectionnez cet élève, eh bien, vous allez définir la nouvelle classe au titre de la nouvelle année scolaire. Donc procédons déjà à l'inscription d'un nouvel élève. Vous viendrez donc ici, vous allez mettre le nom, le prénom, vous remplirez éventuellement, si vous le souhaitez, la ville, le quartier, le sexe. Par défaut, c'est garçon. Vous pouvez choisir un sexe différent. Vous pouvez également ajouter, importer la photo. Il vous suffit de cliquer là pour importer la photo de l'élève. Ça va être utile pour la génération de cartes scolaires. Parce que oui, ce logiciel vous permet également de produire les cartes scolaires, les cartes d'accès. Pour ça, il faut que chacun de vos élèves ait tout simplement une photo importée. Et ça se fait automatiquement, juste en un clic. On le verra un peu plus loin dans notre présentation. Ici en dessous, vous mettrez le numéro de matricule. Le matricule doit être unique parce que deux élèves au sein du même établissement ne peuvent pas avoir le même matricule. Ici, vous allez indiquer la classe, le nom du parent, l'email. Éventuellement, ce n'est pas des données obligatoires. Le téléphone du parent, ça c'est une information qui va être intéressante si vous souhaitez envoyer des SMS aux parents. Avec Scholab, vous avez la possibilité de faire des convocations de façon numérique à l'aide de ce logiciel. Mais pour ça, il faudrait que pour chacun des élèves, le champ téléphone parent soit complété. Et puis, si vous avez des observations, des informations supplémentaires qui doivent être ajoutées ici, vous pouvez tout simplement mettre ça dans la rubrique observation. Donc, on va rapidement compléter ces différents champs pour la création de notre élève. Tous les champs sont complétés, du moins pas tous les champs, ceux que j'estime être les plus importants. Ensuite, vous cliquez sur le bouton ajouter. Alors, excellent, on vient donc de créer ici notre premier élève. Vous noterez que si vous avez déjà une base de données existante, donc ce qui signifie que vous aviez peut-être Excel que vous utilisiez ou encore un autre logiciel de gestion d'école qui n'est pas du tout satisfaisant, vous pouvez importer les données de vos élèves dans le logiciel, dans la base de données. Et on va le faire ensemble. Pour y arriver, c'est pas bien compliqué. Vous viendrez donc sur ce bouton nouvel élève. Vous voyez les trois petits points là au bout, c'est là que vous allez cliquer. Vous avez ici le bouton importer. Vous arrivez sur cette page d'importation. Si vous souhaitez avoir le fichier exemple pour voir le modèle, vous cliquez ici. Ça va vous produire un fichier exemple qui vous permet de voir la maquette, le modèle, les en-têtes, comment ils doivent se présenter pour pouvoir importer vos données. Que vos données soient sur un fichier Excel ou sur un fichier CSV, vous pouvez tout simplement joindre le fichier et puis l'importation va se faire tout seul. Alors le fichier importé, je l'ouvre dans un premier temps pour que vous voyez ce que je veux dire en termes de présentation. Vous avez ici le prénom, le nom,
la date d'adhésion de l'élève, la date de naissance, ça c'est la colonne pour le matricule, la ville, le quartier, le sexe, G pour 10 garçons, F pour filles, hein, le nom du parent, le numéro de téléphone, l'adresse email, des observations, la classe. Vous noterez que la classe que vous mettez dans le fichier doit absolument exister, doit déjà être créée dans le logiciel, sinon ce ne sera pas possible de faire l'importation. Vous précisez également ici l'année scolaire. De toutes les manières, si vous avez une difficulté quelconque pour l'importation, eh bien, nos équipes sont là pour vous accompagner. On a le support client au numéro qui s'affiche juste en dessous pour que vous puissiez justement être accompagné sur ce point si vous avez une difficulté quelconque. Mais comme vous allez le voir avec moi, c'est pas du tout difficile d'importer des élèves. Donc, tous ces champs-ci où j'ai pas renseigné en tant que tel, dans tous ces champs, toutes ces colonnes, je veux dire, sont des colonnes non obligatoires. Mais celles où chaque ligne est renseignée, là, ce sont des colonnes qu'il faut absolument compléter, notamment le matricule. Il nous faut absolument avoir un matricule. Donc, on va aller dans notre logiciel. Vous cliquez sur le bouton choisir un fichier. Je sélectionne le fichier import. Je lui ai donné le nom import élève. Je clique ici sur ouvrir. Je m'assure que le fichier est bien joint. Ensuite, je clique sur le bouton importer. Et bingo, voilà l'importation qui est faite. J'ai importé 200 élèves parce que on venait, il y a un instant, de créer un élève. Donc là, c'est une importation de 200 élèves qui vient d'être faite. Donc, si vous avez 400 élèves, 600 élèves, rassurez-vous, l'importation se fera sans souci. Partout où des informations n'ont pas été communiquées, comme la date de naissance, vous avez ici non available, donc non disponible. Cependant, des informations telles que le nom, prénom, ça va ressortir sur la liste, le matricule également. Donc, voilà pour l'import des élèves. Donc, si vous avez une base de données avec des informations sur les élèves, n'ayez pas crainte. La transition, la migration vers notre logiciel se fait sans difficulté. Les imports, ça se passe, c'est très facile. Donc, si vous venez ici sur le tableau des effectifs, vous constaterez qu'effectivement, c'est un tableau qui est complété. Ici, on a 4 classes. On a les effectifs déclinés en nombre de garçons et nombre de filles. Et puis, on a également les pourcentages correspondants. Ça vous permet d'avoir un tableau récapitulatif de vos effectifs. C'est parfois une information qui est demandée également par les services de l'État, n'est-ce pas, pour ce qui est de vos établissements. Donc, si un service de l'État, le ministère de l'Enseignement, demande des informations sur les effectifs, eh bien, c'est très facile d'aller récupérer ces infos dans la partie tableau effectif et de communiquer cela à qui de droit. Vous noterez que à tout moment, vous pouvez consulter la liste de vos élèves. Pour ça, vous restez dans la rubrique gestion des élèves. Ensuite, vous irez dans liste élèves et là, vous avez l'intégralité des élèves de l'établissement. Donc, nous avons ici 201 élèves. C'est reparti sur différentes pages. Donc, si on va jusqu'au fond, vous avez ici 9 pages de documents pour circuler entre les différentes pages. Vous cliquez tout simplement sur le bouton suivant et vous pouvez revenir ici sur le bouton précédent. Maintenant, pour que ce soit beaucoup plus intéressant de consulter par exemple les données sur les élèves d'un cycle en particulier ou d'une classe, vous viendrez tout simplement sur la partie filtrer. Vous pouvez filtrer un cycle ou encore, même pour être plus fin dans le filtre, vous pouvez sélectionner une classe. On va par exemple retenir ici la classe de CIL qui est au cycle primaire. Vous cliquez sur filtrer et là vous avez uniquement la liste des élèves de la CIL. On voit c'est une liste restreinte de 58 élèves. À présent, je vous montrerai comment éditer par exemple les cartes d'accès, les cartes scolaires. On va le faire ensemble. Mais avant, il est important de définir déjà ce qu'on appelle ici une configuration d'entête. Vous voyez, si on me demande d'ajouter une configuration d'entête, je vais définir déjà le pays. En ce qui me concerne, je suis au Cameroun. Je vais venir mettre ici Cameroun. Comme nom de république, je vais mettre République du Cameroun. Je renseigne également les autres informations telles que la devise, le ministère, la délégation régionale, etc. Donc, tout dépendra de ce qu'il est nécessaire de compléter. En ce qui vous concerne, c'est pas obligé de compléter toutes les cases. Quand vous avez terminé, vous allez cliquer sur créer. Bien entendu, vous pouvez apporter des modifications à ce qui vient d'être fait. Vous voyez, le bouton a été changé. C'est maintenant un bouton de mise à jour. Donc, vous pouvez tout à faire. Rien n'est figé ici dans le marbre. Vous pouvez effectivement changer les informations que vous avez communiquées à ce niveau. On va donc revenir afficher la liste de nos élèves. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué d'imprimer les cartes d'accès.
Il vous suffit de sélectionner, vous pouvez sélectionner un par un ou encore sélectionner l'intégralité de la page. Et vous pouvez aller bien plus loin que cela. Vous pouvez par exemple sélectionner l'ensemble des élèves de l'école. Mais je vais préférer faire une édition pour les élèves uniquement de la CIL. Vous noterez en passant que pour produire les cartes scolaires, si vous souhaitez que la photo de l'élève apparaisse sur la carte scolaire, il vous suffira de venir sélectionner l'élève en question et de cliquer sur le bouton éditer. Ou encore de rester sur la liste et de venir ici sur ces trois boutons, enfin sur ce bouton d'option qui les 3 points. Vous viendrez cliquer ici sur éditer et vous avez donc la possibilité ici de choisir une photo pour l'élève. Donc lorsque vous ferez le choix de la photo, eh bien cette photo ressortira sur sa carte d'accès. Mais si vous n'avez pas indiqué de photo, eh bien, ce qui va se passer, on va par exemple revenir ici sur les élèves de la classe de CIL. On va les sélectionner. On va sélectionner tous les élèves de la classe. Si vous n'avez pas sélectionné 2 photos, par défaut, qu'est-ce que vous aurez comme image? Je vais vous montrer ça. Voici le fichier qui est déjà édité par défaut. Vous aurez cette image-ci. Donc, cette image va être remplacée par celle de l'élève lorsque vous l'avez effectivement indiqué. Vous noterez ici que nous avons un QR code. Ça, c'est pour des besoins de sécurité. Ça permet de vérifier que les cartes ne sont pas falsifiées. Et si vous scannez le code, vous verrez avec votre téléphone, si vous faites le scan, vous verrez que toutes les informations sur l'établissement vont ressortir à la suite de ce scan. Ici, on devrait avoir le logo de l'école. Alors, comment changer le logo de l'école? On va le voir très rapidement. Vous irez dans la partie paramètres. Dans les paramètres, vous avez ici l'établissement. Vous avez ici en dessous la partie logo. Par défaut, il y a un logo qui vous est attribué. Mais vous pouvez souhaiter le changer. Comment faire? Vous viendrez ici sur ce bouton choisir un fichier. Et on va ensemble choisir le fichier, n'est-ce pas? Je vais sélectionner ce logo-là. Je vais cliquer ici sur ouvrir. Pour terminer, vous cliquez sur mettre à jour. Si nous revenons sur la liste des élèves, vous pouvez à présent éditer les cartes scolaires. Vous viendrez donc ici imprimer carte scolaire. On a un fichier qui est en train d'être édité, on va l'ouvrir et vous pouvez constater sur ce fichier que le logo a bel et bien été changé. Un volet important de la gestion d'une école, c'est l'aspect pédagogique, c'est l'élément central même d'ailleurs. Donc l'école a pour objectif bien entendu de transmettre des compétences, des connaissances, des savoir-faire à un moment donné ou plusieurs fois même dans ce parcours. Au cours de l'année scolaire, il sera question de vérifier que les élèves ont bel et bien compris ce qu'ils ont appris, que les élèves ont acquis un certain nombre de compétences. Ça passe par l'évaluation. Et qui dit évaluation dit notation. Il faut donc noter qu'il s'agisse d'une notation qualitative ou quantitative. Il reste que dans la manière de fonctionner de l'école actuelle, la notation quantitative est largement répandue et beaucoup appliquée. Le logiciel, le Scholab, vous aide à simplifier l'enregistrement des notes des élèves et puis la production de bulletins de notes. On va donc voir concrètement comment ça marche. Donc pour commencer, je vous montre ici que vous avez la possibilité de créer des matières. Donc vous allez faire un premier travail. Au premier niveau, il faut recenser les différentes disciplines de l'école, les enregistrer ces différentes disciplines dans la partie matière. Donc vous viendrez ici, ajouter une discipline. On va par exemple appeler ici cette discipline maths. Vous pouvez également rajouter une autre discipline que j'appellerai français. Et je vais créer bien d'autres pour éviter de le faire un par un devant vous. Voilà quelques-unes des matières déjà enregistrées. Donc une fois que vous les avez enregistrés, ils apparaissent ici dans votre liste. Bien entendu, vous pouvez apporter des modifications à une matière déjà enregistrée. Vous pouvez changer son nom et cliquer tout simplement sur le bouton mettre à jour. Maintenant, ce qu'il va être intéressant de faire, c'est d'affecter des matières à une classe parce que une discipline donnée aura un poids qui va varier d'une classe à une autre. Donc, vous irez ici dans la partie classe, vous cliquez sur liste des classes et on va par exemple choisir une en particulier. Vous pouvez, une fois que vous faites le choix d'une classe, vous allez devoir affecter des matières. Donc ça, c'est un travail préalable important qu'il va être nécessaire de faire pour pouvoir ensuite enregistrer les notes et produire les bulletins.
Vous cliquez donc sur affecter des matières. Ici, sur le panneau de gauche, vous aurez l'intégralité des matières que vous avez créées. Et pour l'affecter à une classe, par exemple à cette classe, vous allez cliquer, maintenir le clic. Donc, vous faites un clic gauche, vous le maintenez enfoncé et vous tirez tout simplement sur la droite. C'est pas compliqué. Un clic gauche, enfoncé, vous tirez vers la droite. Un clic gauche, enfoncé, vous tirez vers la droite. Un clic gauche, enfoncé, vous tirez vers la droite. Ici, il vous suffira de mettre des coefficients parce que j'étais en train de le dire, les matières n'ont pas le même poids d'une classe à l'autre. On peut avoir une classe, par exemple, de seconde scientifique où les mathématiques n'auront pas le même poids que dans une classe de seconde littéraire, par exemple. Ici, vous allez donc définir le poids de chaque matière. Le poids peut comporter une partie décimale ou non. Ça ne dérange absolument pas. Donc, pour les sciences, par exemple, ici, je peux mettre coefficient 1. On va mettre ici 1,5. Ici, maths, on va mettre 2. Lecture, on va mettre 2. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur le bouton valider. Donc, vous ne mettez sur le panneau de droite que les matières appartenant à cette classe-là. Donc, ce n'est pas un problème s'il en reste sur le panneau de gauche. Et vous pouvez bien entendu faire une correction, glisser sur la gauche. Ça, c'est possible. Si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous pouvez tout à fait revenir en arrière comme ça. Et lorsque vous avez terminé, vous allez cliquer sur le bouton valider et puis vous avez ce message attribution de matière réussie. Comme ce message le précise en même temps, une fois que vous avez déjà affecté une matière à une classe, si ensuite vous saisissez des notes pour des élèves appartenant à cette classe-là, il ne sera pas possible de retourner en arrière et de supprimer la matière en question pour la simple raison qu'il y a des notes qui sont déjà enregistrées pour cette matière et pour cette classe-là également. Donc voilà pour ce qui est de l'affectation d'une matière à une classe. Maintenant, nous allons voir comment définir des périodes d'évaluation. Ces périodes vont ensuite pouvoir être utilisées pour la génération de bulletins de notes. Les périodes sont de deux types. Vous avez ce qu'on appelle une période principale ou encore une période primaire. Ce sera par exemple le cas d'un trimestre. Donc, vous pouvez définir un trimestre comme étant votre période primaire. Ensuite, sous le trimestre, vous pouvez définir des périodes secondaires. Ça peut être une évaluation mensuelle, par exemple. Et puis, dans une période secondaire, vous pouvez créer un ou plusieurs examens. On va donc commencer déjà par créer une période primaire. Vous viendrez dans la gestion de notes, dans le volet gestion de notes. Ensuite, vous allez sélectionner ici, ajouter une période primaire. On va créer comme période primaire, par exemple, la période trimestre 1. Vous allez cliquer ici sur ajouter. Et sous cette période primaire, on va procéder à la création de 3 sous-périodes. Pour le premier trimestre, on va par exemple estimer que nous allons définir ici une évaluation pour le premier mois. On va l'appeler le mois de septembre, T1. Ensuite, on va ajouter 2 périodes secondaires, exactement comme on vient de le faire. J'ai 3 sous-périodes. Septembre, lié au trimestre 1, octobre et puis décembre. Pour créer des examens, vous restez dans la gestion de notes et vous cliquez ici sur ajouter un examen. L'avantage ici, c'est que vous pouvez créer plusieurs examens à la fois. On va par exemple ici pour le trimestre 1, donner comme nom d'examen évaluation septembre. Ici, si vous cliquez sur le bouton ajouter, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Si vous vous rendez compte que vous en avez ajouté une de trop, vous pouvez cliquer sur le bouton supprimer. Nous allons maintenant pour les autres mois définir également un examen. Vous pouvez donc ici pour le mois d'octobre définir un examen, pour le mois de décembre définir un autre. Au final, je vais appeler mon premier examen septembre, le deuxième octobre et puis le troisième décembre. Vous avez constaté que nous avons ici la notion de pourcentage de pondération. Il pourrait arriver pour un établissement, pour une sous-période donnée, on pourrait avoir
plusieurs examens qui sont rattachés à cette même sous-période. Donc ici, on a décembre trimestre 1, décembre trimestre 2, mais peut-être qu'on a deux examens, n'est-ce pas? Décembre 1 et décembre 2. Dans ce cas de figure particulier, si vous ne renseignez rien comme pourcentage de pondération, la répartition va être faite de manière équitable. L'examen décembre 1 va valoir pour 50% de la note finale de cette sous-période et l'examen décembre 2 va valoir pour 50%. Il peut arriver dans certains établissements, ce qui se fait, c'est que les devoirs qui sont effectués ou supervisés directement par l'enseignant vont recevoir un pourcentage de pondération un peu plus faible que l'évaluation formalisée, que l'évaluation officielle. Dans ce cas de figure, ici par exemple, on pourrait avoir devoir décembre et ici on pourrait avoir examen décembre. On pourrait par exemple prévoir que le devoir va valoir pour 30% et puis l'examen final va valoir pour 70%. Donc c'est dans ce cas particulier que les pourcentages de pondération ont de l'importance. Ici, on aura un pourcentage de 100%, là 100%. Mais si vous ne mettez rien, eh bien par défaut, ça prendra 100%. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur le bouton Ajouter. Et voilà, on a donc les différentes périodes d'évaluation qui ont bel et bien été définies. On a également les examens. Donc, une fois que vous avez configuré vos examens, comme vous pouvez le constater, 100%, 100% et puis 30%, 70%, lorsque tout est configuré, vous pourrez ensuite procéder à la saisie des notes. Pour saisir les notes, vous restez toujours dans le volet gestion de notes et vous cliquez sur ce bouton saisie de notes. Ces différents champs vont devoir être remplis dans un premier temps afin de vous sortir la sélection des élèves pour lesquels vous souhaitez saisir des notes. Alors pour précision, ne peuvent saisir des notes que des personnes disposant d'un rôle administrateur, un rôle de type secrétariat et puis un rôle de type enseignant. Donc si vous avez des utilisateurs qui ont un rôle caissier, comptable, parent, bien entendu, c'est pas possible pour eux de saisir des notes. Pour la saisie d'une note, on va supposer ici que nous souhaitons saisir des notes pour l'examen octobre. Et puis pour la classe de style, vous noterez que les matières qui vont remonter ici seront uniquement des matières que vous avez affectées dans le volet classe. Vous vous rappelez tout à l'heure, on est allé dans la liste des classes et puis on est venu ici faire l'affectation. Donc si vous n'avez pas encore fait d'affectation, ne vous attendez pas au moment de la saisie des notes, de remonter ou alors de définir la matière pour laquelle vous souhaitez faire la saisie de notes. Pour la matière de mathématiques, vous cliquez ici sur suivant et vous avez la liste des élèves accompagnés de leur matricule qui va donc ressortir ici. C'est une liste par ordre alphabétique, ce qui vous permet ainsi, si vous avez déjà corrigé vos copies, vous les rangez dans un ordre alphabétique et vous pouvez donc procéder à la saisie des notes. Vous n'êtes pas contraint en termes de remplissage des notes. Donc même si vous ne saisissez pas l'intégralité des notes, vous pouvez enregistrer partiellement les données sur les notes. Donc, il n'y a pas de contrainte ici. Si vous avez l'intégralité des notes, pourquoi pas, vous pouvez les saisir en une fois, tout comme vous pouvez aussi importer les notes. Donc si vous les avez déjà saisies sur un fichier Excel, par exemple, on va voir dans un instant, tout à l'heure là, comment importer des notes qui se trouvent sur un fichier Excel. Donc voyons déjà premièrement comment saisir quelques notes ou même une seule note. On va supposer qu'Aboubacar Keita, il a obtenu une note de 10. Vous allez donc descendre, venir ici, cliquer sur envoyer et la note a bel et bien été enregistrée. Pour consulter les notes qui ont déjà été enregistrées, vous viendrez ici sur le volet afficher les notes. On va donc sélectionner la classe, on va sélectionner l'examen, on sélectionne la matière et si je clique sur rechercher, vous voyez bien que la note a bel et bien été saisie. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que la note nécessite d'être supprimée, il est possible de la supprimer. Si vous vous rendez compte que la note nécessite d'être modifiée, elle est également modifiable. Mais vous noterez que seul un compte administrateur peut modifier une note, seul un compte administrateur peut supprimer une note. Le compte administrateur, donc, s'il souhaite supprimer la note, il lui suffira de venir ici sur le bouton Delete et puis la note va tout simplement être supprimée. Si je reviens sur la page de saisie des notes, on va revenir sélectionner des éléments là. On voit bien que la note que nous avions saisie pour Aboubacar Keita n'existe tout simplement plus. On va s'intéresser à l'importation de notes parce que vos enseignants peuvent tout à fait saisir des notes sur Excel et remettre ça au secrétariat. Le secrétariat récupère les notes saisies sur Excel pour les importer dans le logiciel. Voyons comment faire ça, c'est pas du tout difficile.
facile. Pour importer les notes, on reste toujours sur le volet de gestion des notes et vous viendrez ici sur importer les notes. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez exporter le fichier exemple pour voir le modèle de présentation. Je vais vous montrer rapidement comment le document d'importation, le document importé en tout cas, doit se présenter pour que l'importation réussisse. Vous devez avoir en première colonne l'examen tel que vous l'avez créé dans le logiciel. En deuxième colonne, vous devez absolument avoir le matricule exact de l'élève. Vous devez avoir ici le nom de la matière tel que cette matière a été créée dans le logiciel. Le nom, il n'est pas obligatoire. L'année scolaire, par contre, oui. Vous devez l'avoir suivant ce format. Et puis ici, vous avez la note de l'élève. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez tout à fait procéder à l'importation. Importer les notes. Vous cliquez sur choisir un fichier. Ensuite, on va sélectionner le fichier importé, import note. Je clique ici sur ouvrir et puis vous cliquez tout simplement sur le bouton importer. Une fois que c'est fait, vous avez le message. Les notes ont été importées avec succès. S'il y a un problème sur l'importation, vous aurez un message avec une couleur rouge vous indiquant exactement à quel niveau, sur quelle ligne de votre fichier se trouve le problème pour que vous puissiez procéder à la correction. Donc, si je viens sur la saisie des notes, on va constater qu'effectivement, la note en question a été saisie. On a parlé de l'examen septembre, la classe de SIL. La matière, c'était maths. Vous cliquez sur suivant. Vous voyez, toutes ces notes-là, on ne les a pas saisies manuellement. On les a saisies via l'importation. Maintenant, on peut se rendre compte que nous avons un élève ici qui n'a pas eu de note. Vous pouvez tout simplement procéder à la modification. Vous ajoutez sa note et vous cliquez sur envoyer. Et vous constaterez qu'effectivement, la note de cet élève-là a été ajoutée. La note en question, elle était à ce niveau. Donc voilà, vous voyez bien qu'avec Scolab, plus de mots de tête pour la saisie des notes. Vous voyez quand les effectifs de l'école grossissent, quand on commence à avoir un effectif de 400, 600, 800 élèves, 1000 élèves, ça devient un casse-tête d'enregistrer les notes avec Excel. Vous allez vous retrouver en train de dupliquer des feuilles Excel à l'infini. En revanche, avec un logiciel comme celui-ci, c'est tellement facile. Vous pouvez enregistrer une note à la fois, plusieurs à la fois, ou même importer, pourquoi pas. Vous avez un gain de temps significatif qui est effectué lorsque vous utilisez un logiciel spécialisé comme Scolab pour la gestion de votre école. Vous noterez également que toutes ces notes-là vont être archivées pour toutes les années scolaires et à tout moment, vous pourrez produire un duplicata de bulletin, n'est-ce pas, d'un élève pour une année scolaire d'il y a 2 ans, 3 ans. C'est très facile à faire vu que toutes les données sont archivées dans une base de données qui est sécurisée. Pour des besoins d'analyse, vous pouvez souhaiter exporter l'ensemble des notes qui ont été saisies sur une feuille Excel, l'ensemble des notes de toutes les classes de l'école, de tous les élèves. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous viendrez tout simplement sur le bouton afficher les notes. Vous avez ce bouton d'exportation. Il vous suffit de cliquer dessus et vous avez un fichier qui va être exporté. On va l'ouvrir ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas saisi grand-chose en matière de notes, mais voyez-vous, on a l'ensemble des notes déjà saisies pour l'établissement. C'est ainsi que votre document se présentera pour chaque classe, pour chacun des examens, pour chaque matière et puis pour chaque élève avec la note qui a été obtenue. Ça vous permet comme ça de faire des analyses, d'apprécier par exemple la performance éducative dans votre école et de voir la progression de vos différents élèves. Lorsque vous avez déjà enregistré vos notes, vous pouvez maintenant produire les bulletins scolaires. Les bulletins, c'est facile à faire. Mais avant d'en parler, il est important de définir la notion d'appréciation. Parce que lorsque vous aurez défini l'appréciation, ça veut dire des intervalles de notes pour lesquels vous donnez une appréciation bien précise. Ça permet d'automatiser ce process. On verra également toute l'importance aussi de concevoir des emplois de temps. Ça permettra d'avoir automatiquement les noms des enseignants qui dispensent une matière pour une classe donnée. Donc, faisons ces deux choses-là avant de produire les bulletins. Pour ce qui est des appréciations, vous viendrez dans la rubrique paramètres et vous allez cliquer sur appréciation. Et là, on va saisir nos différentes appréciations. Vous allez préciser le cycle pour lequel vous souhaitez définir une appréciation. Vous allez définir l'intervalle, du moins la note en dessous de laquelle on devra avoir l'appréciation. Par exemple, si vous estimez qu'une note inférieure à 5 aura l'appréciation faible, vous allez tout simplement renseigner
la note en question, renseignez l'appréciation et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Et vous pourrez ainsi le faire pour chacune de vos appréciations. J'ai mes différentes appréciations. Maintenant, je vous montrerai comment produire des emplois de temps. Mais avant, il est important de créer des comptes enseignants, des comptes utilisateurs enseignants, à la suite de quoi vous pouvez donc produire les emplois de temps. Parce que dans un emploi de temps, vous allez préciser la classe dans laquelle le cours va être donné, sur un intervalle de temps bien précis. Vous préciserez également l'enseignant qui donnera ce cours, de même que le jour et l'horaire, n'est-ce pas? Pour créer des comptes utilisateurs afin de rajouter facilement des enseignants, vous viendrez sur Gestion des utilisateurs. Vous cliquez ici sur Ajouter et on va ensemble remplir les différents champs d'un compte utilisateur enseignant. Tous les champs ne sont bien sûr pas obligatoires. Comme champ obligatoire, vous avez le nom, le prénom, l'email. Ensuite, vous pouvez éventuellement mettre ici la date de naissance. Ensuite, vous avez une image de profil que vous pouvez définir, le quartier, le sexe, la ville, le numéro de téléphone. Vous pouvez rajouter un numéro si vous le souhaitez. Vous mettez ici un mot de passe utilisateur que vous allez remettre à l'utilisateur. C'est un mot de passe qu'il peut modifier à tout moment. Vous noterez que l'utilisateur, l'enseignant, va recevoir un email, va devoir confirmer son email avant de pouvoir être en capacité d'utiliser le logiciel dans des accès bien entendu limités à ce que confère ici le rôle d'enseignant. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur le bouton Ajouter et vous avez ici un message de confirmation, un message de succès comme quoi le compte a effectivement été créé. Lorsque son compte est créé, l'enseignant va se connecter à sa boîte de réception d'email. Il va voir un mail comme ça, confirmation de votre compte. Il lui suffira de cliquer là-dedans. Ensuite, de rentrer à l'intérieur de l'email et de cliquer sur ce lien de confirmation. Une fois qu'il va cliquer, une page de connexion va se présenter et il va devoir mettre ici son email et ensuite le mot de passe que vous lui avez communiqué. Il va devoir cliquer sur le bouton se connecter. Ensuite, il arrive sur une page comme celle-ci. On voit que sur cette interface, il n'a pas accès au tableau de bord. Il a des boutons pour voir l'emploi de temps, les notes, saisir des notes ou même afficher la liste des élèves. Il ne pourra néanmoins pas rajouter un nouvel élève. Il n'a pas les permissions pour accomplir cette tâche. En revanche, un compte de type secrétariat peut bien le faire. On va donc se déconnecter pour se reconnecter comme administrateur, cette fois-ci avec un compte différent. Je clique sur le bouton se connecter et voilà donc mon tableau de bord. On va à présent constituer un emploi de temps, par exemple pour la classe de SIL. Pour produire des emplois de temps, vous irez dans le volet assiduité, vous allez venir ici ajout emploi de temps et vous noterez que c'est facile à faire. Vous avez des boutons ici qui vous permettent de rajouter plusieurs lignes d'emploi de temps de façon simultanée. Ici, je vais, comme profil enseignant, on a ce profil. Je vais donc rapidement renseigner ces différentes lignes. Ici, vous allez indiquer la classe. Dans la colonne matière, je vais préciser les matières. Une fois que vous avez indiqué les matières, vous indiquerez les jours, les heures de début et puis les heures de fin de chaque cours. Lorsque vous avez terminé de compléter votre tableau, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous noterez que ces emplois de temps sont tout à fait modifiables. Vous pouvez toujours revenir sur un emploi de temps en particulier et apporter les modifications souhaitées. Vous cliquez sur le bouton « Mettre à jour » lorsque vous avez terminé avec votre modification. À présent, nous allons produire les bulletins. On peut le faire un par un. On peut également faire ces bulletins pour l'ensemble d'une classe ou même pour toute l'école. Pour produire les bulletins un par un, vous viendrez sur la partie gestion des élèves et puis vous pouvez rechercher un élève en particulier. On va par exemple lancer la recherche. Une fois que vous avez saisi ça dans la barre de recherche, vous allez cliquer sur la touche entrée. Il va vous afficher ici tous les élèves qui, dans le nom, ont en partie ou totalement ces expressions que vous avez utilisées pour la recherche. Donc ici, supposons que nous souhaitions visualiser les informations concernant. Alors on va chercher un élève de SIL puisque pour la SIL on a déjà enregistré des notes. On va aller dans cet élève. Vous venez ici sur bulletin. Vous pouvez produire un bulletin pour une période d'évaluation. Mais si vous allez chez un élève pour lequel on n'a pas encore saisi de notes, sur la partie bulletin, on vous dira que aucune note n'a été saisie. Donc, je reviens sur mon élève
Non, c'était pas Aboubakar Keita. On va revenir en arrière. L'élève, c'était Aboubakar Keita. Très bien. Je reviens sur cet élève-là. Vous venez sur la partie bulletin. Donc ici, vous vous rappelez, on a créé une période secondaire. Vous pouvez faire un bulletin pour une période secondaire. Vous pouvez aussi générer un bulletin pour une période principale. Pour une période secondaire, vous cliquez juste là pour sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez faire le bulletin. Et vous cliquez sur le bouton « Imprimer bulletin ». Le bulletin, il est sorti, c'est au format PDF et vous pouvez à présent l'imprimer. Donc, vous voyez l'entête du bulletin. Là, ce sont des informations qui ont été définies dans la configuration de l'entête. Vous vous rappelez, on a vu ça ensemble. On a aussi des informations sur l'établissement. Donc, si vous ne renseignez pas les données de votre établissement, vous ne les aurez pas ici. Ici, c'est le logo. Et puis là, vous avez des informations sur la période concernée par le bulletin, l'année scolaire, la République, la devise, etc. Ici, en dessous sont les informations sur l'élève. Et puis, après ça, on a une partie qui est consacrée au contenu proprement dit du bulletin, les différentes matières, les enseignants qui dispensent ces matières-là, la période d'évaluation, les notes obtenues, on a le coefficient, on a la note la plus basse de la classe, la note la plus élevée, on a l'appréciation, vous vous rappelez, on a défini l'appréciation, on a le rang de l'élève, on a sa moyenne, et puis on a le total obtenu. Et puis ici, vous avez un pied de page qui donne des informations supplémentaires telles que la moyenne du dernier de la classe, on a la moyenne du premier de la classe, on a un emplacement pour le visa du directeur, on a également d'autres espaces prévus pour les éléments de discipline et puis des observations complémentaires qui peuvent être données sur ce bulletin, de même que le visa des parents, les observations de l'enseignant principal. Donc voilà pour la production de bulletins. Là, c'était à l'unité. Voyons maintenant comment générer plusieurs bulletins à la fois. Vous ne passerez quand même pas toute votre vie à sortir des bulletins. Pour le faire pour plusieurs élèves, vous vous rendez ici sur le volet gestion des élèves. Ensuite, vous cliquez sur liste d'élèves. Ici, vous pouvez faire une sélection multiple. Là, vous allez sélectionner les 25 élèves de toute la page, mais vous pouvez également le faire pour l'intégralité de l'établissement. Ou encore, vous pouvez venir ici sélectionner une classe en particulier et puis vous viendrez sélectionner tous les élèves de la classe. Lorsque cette sélection est faite, vous venez sur ce bouton imprimer bulletin et vous cliquez dessus. Vous allez ensuite sélectionner la période concernée par la production de bulletins et vous cliquez tout simplement sur le bouton imprimer. Les bulletins vont donc tous sortir sur un même fichier PDF en plusieurs pages, autant de pages qu'il y a d'élèves, et vous irez dans votre dossier téléchargement récupérer ce fichier que vous pourrez ensuite imprimer. Nous allons donc l'ouvrir ensemble pour voir comment il se présente. Donc vous avez ces différents bulletins, n'est-ce pas, qui sont générés pour l'ensemble des élèves de votre classe. On vient donc de voir comment générer plusieurs bulletins à la fois. Maintenant, vous vous demandez certainement comment faire l'appel avec cet outil, comment vérifier les absences scolaires, comment éventuellement alerter les parents en cas d'absence. Alors pour le faire, c'est pas bien compliqué. Vous irez tout simplement dans la rubrique assiduité. Là-bas, vous pouvez lister les absences. Vous pouvez également faire l'appel. Pour cela, vous allez indiquer l'année scolaire pour laquelle l'appel est effectué par défaut. C'est bien l'année scolaire courante. Ici, par défaut, vous aurez la date du jour. C'est modifiable, mais ça ne présente pas d'intérêt particulier de modifier ça, puisque l'appel devrait être effectué au jour le jour. Ensuite, ici, vous avez la classe. On va par exemple prendre la classe de style. Par défaut, ici, va vous renvoyer un emploi de temps. Mais vous pouvez sélectionner et changer en fonction de la matière pour laquelle l'appel est effectué. Il faut dire que le profil enseignant a bien entendu accès à l'appel. Donc, un enseignant peut en cours utiliser son téléphone pour effectuer l'appel, vérifier les présences, les absences et les consigner directement dans le logiciel. Ainsi, on n'a plus besoin de se balader avec un grand cahier des absences pour consigner les absences scolaires. Et vous noterez que
Une fois que les absences sont enregistrées, vous disposez ensuite d'un état d'assiduité qui vous permet pour chacune des classes et pour chacune des matières de vérifier, d'avoir des données sur l'assiduité scolaire. Ici, on va indiquer tout simplement l'horaire concerné par cet appel. Vous cliquez sur suivant. En dessous, vous allez voir la liste des élèves de la classe qui, par défaut ici, pour chacun des élèves, il est marqué présent. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui suffira d'apporter une modification. Parmi, on a deux types d'absences. On a les absences non justifiées, puis on a les absences justifiées. Une absence justifiée peut faire l'objet d'un commentaire. Par exemple, il pourrait s'agir d'un élève qui est malade et le parent en question a donc prévenu l'école de l'absence de cet enfant-là. Par contre, une absence non justifiée, c'est une absence qui n'est pas déclarée. Et puis, ici, l'élève il sera absent. Dans les observations, on peut porter d'autres mentions. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer les absents, d'enregistrer les présents, vous allez tout simplement au bout de la page, cliquer sur le bouton valider et vous aurez ici, vous allez atterrir donc sur la page listing des absences. Une fois les absences enregistrées en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de générer un état d'assiduité pour l'intégralité de l'école. Pour cet état d'assiduité, vous irez dans le volet classe. Ensuite, vous cliquez ici sur état d'assiduité. Pour voir l'état d'assiduité, vous allez devoir sélectionner la classe. Par exemple, ici par défaut, c'est la toute première classe qui va s'afficher. Et là, vous avez les matières, le total des appels effectués, le total des présences constatées, le total des absents et puis un pourcentage relatif à chacune des rubriques présents ou absents. Vous pouvez passer comme ça d'une classe à une autre. Cette classe, par exemple, n'a pas d'appel à enregistrer. Voilà. L'avantage d'utiliser donc le logiciel de Scholab, c'est que vous avez donc la possibilité d'avoir des états pertinents pour suivre soit l'assiduité, ou même sur votre tableau de bord, vous pouvez avoir les informations irrelatives. Vous avez ici un pourcentage d'absence. Au fur et à mesure que les appels vont être effectués, les absences enregistrées, vous aurez comme ça un indicateur pertinent pour l'ensemble de votre école et ça peut vous aider à engager des actions correctives afin d'améliorer, par exemple, l'assiduité des élèves. Si vous constatez une absence répétée chez un élève, naturellement, vous allez vouloir envoyer une notification, un message aux parents concernés. Vous pouvez le faire depuis l'interface en allant sur message envoyé. Alors, la plus-value en tout cas ici, c'est d'envoyer des messages groupés. Vous pouvez sélectionner plusieurs parents, envoyer un message ou sélectionner plusieurs membres de votre personnel, envoyer un message SMS ou même envoyer un email. Lorsque vous arrivez ici, vous allez choisir, faire le choix entre un email ou un SMS. Si c'est un email, vous restez là, vous allez venir sélectionner les contacts. Ce qui va s'afficher ici va dépendre de ce que vous avez enregistré comme email dans la base de données. Ça veut dire que lorsque vous créez des élèves, vous avez un champ email parent. Lorsque vous créez des utilisateurs, naturellement, vous allez utiliser leur adresse email et par conséquent, vous pourrez faire un email aux membres de votre personnel en les sélectionnant dans la partie personnelle. Vous pouvez également sélectionner ici tous les parents d'élèves pour ceux qui ont des adresses email et puis vous insérez les adresses email. Vous mettez donc un objet et ensuite vous allez saisir le texte de votre message, après quoi vous cliquez sur le bouton envoyer et ces derniers recevront effectivement des emails. A contrario, vous pouvez choisir d'envoyer plutôt des messages, des textos, des messages de type SMS. Pour cela, vous viendrez toujours ici sélectionner les contacts. Ceux qui vont s'afficher là dans la partie parents, ça va dépendre des élèves qui à la création ont vu le champ numéro de téléphone parent être complété. Donc si le champ a été complété, il remonte automatiquement ici. C'est valable également pour les membres de votre personnel. Si vous avez indiqué leur contact, vous pourrez leur envoyer également des SMS. Une fois que vous avez sélectionné les personnes qui vont recevoir des SMS, vous cliquez sur insérer. Les différents numéros vont s'afficher là. Vous allez saisir le texte du message, le corps du message et cliquer sur envoyer. Vous noterez que pour l'envoi de SMS, vous allez toujours vérifier que sur votre tableau de bord, vous avez suffisamment de crédits SMS. Si vous n'avez pas du tout de crédit SMS, vous ne pourrez pas faire l'envoi de SMS. Comment est-ce qu'on obtient
un crédit SMS, eh bien, vous me contactez. Hein. Le SMS a un coût que je pourrais vous communiquer et en fonction de ce coût, vous pourrez faire l'estimation de ce que ça vous coûtera. Vous alimentez votre compte en crédit SMS et au fur et à mesure que vous envoyez des SMS, au fur et à mesure que vous allez faire des notifications, ça va décrémenter vos crédits, hein, votre compte et vous pourrez recharger à tout moment. On va maintenant aborder la partie gestion financière de l'école. Comment le faire avec Scolab? On va voir qu'il est important de catégoriser les dépenses, les recettes également. On va voir comment les enregistrer, comment les suivre depuis notre tableau de bord. On verra même comment accorder aussi une réduction et différentes catégories de réduction peuvent être définies dans le logiciel Scolab. Donc commençons déjà par catégoriser des recettes et des dépenses. Pour cela, vous irez dans la partie paramètres. Vous cliquez ici sur catégorie recettes. On va faire une première saisie. Hein. On peut d'ailleurs faire plusieurs en même temps. On a ici un bouton plus qui nous permet de rajouter plusieurs lignes. Comme catégorie de recettes, j'ai prévu ici l'inscription, les frais de scolarité, la location d'une salle de fête, appartenant à l'école comme dépenses. Vous voyez ici, vous pouvez switcher hein, entre recettes et dépenses. Comme dépenses, les salaires, l'assurance des locaux, l'assurance des élèves. Lorsque vous aurez enregistré les différentes catégories de recettes et de dépenses, vous pouvez toujours venir ensuite apporter des modifications. Vous avez ici une partie tranche parce que certains paiements peuvent être morcelés en différentes tranches. C'est le cas généralement dans des établissements d'enseignement privés où la scolarité peut faire l'objet d'un paiement en plusieurs morceaux. Avec le logiciel de Scolab, vous avez un excellent suivi des différentes tranches de manière à pouvoir connaître la situation financière de chaque élève, la situation de ses engagements, ce qu'il a déjà versé, ce qu'il reste, les impayés. On va le voir de manière détaillée. Vous avez ici une colonne cochée pour faire le suivi. Donc, lorsque vous cochez ici, ça signifie que au niveau de la classe, on va devoir préciser ce qui est attendu en termes de montant pour l'inscription, ce qui est attendu en termes de montant pour chacune des tranches. Ça permettra ensuite, lorsque les parents auront donc fait les versements, de pouvoir rapprocher ce qui a été versé par rapport à ce qui est attendu. Maintenant, vous avez des catégories de recettes où il n'est pas nécessaire de faire un suivi parce que justement la location d'une salle de fête, on n'a pas besoin de savoir au niveau de chaque classe ce qui devra être attendu. Ici, ce sont des frais annexes, ce ne sont pas des frais scolaires. Bon, pour que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit, dans la suite, on verra justement de quel type de suivi je suis en train de parler ici. Je vais donc décocher ici au niveau des dépenses parce que c'est pas nécessaire de faire un suivi au niveau de chaque classe. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur le bouton ajouter, n'est-ce pas? Et vous avez ici vos différentes catégories hein, de transactions qui sont créées. Lorsque vous créez vos différentes catégories de transactions, vous pouvez maintenant au niveau des classes faire un paramétrage beaucoup plus précis de manière à indiquer le montant qui est attendu et l'échéance à laquelle le versement devrait être effectué. Donc vous irez dans classe, je dis. Ensuite, vous prenez recette. Ici donc, vous avez les différentes classes qui vont s'afficher dans la première colonne. Ensuite, ici, vous avez uniquement les catégories de recettes qui font l'objet d'un suivi. Donc ici, on a inscription et puis on a scolarité. Vous vous rappelez, hein, dans la partie paramètres, si je reviens ici sur les catégories de recettes et de dépenses, hein, on a uniquement deux catégories qui font l'objet d'un suivi, inscription et scolarité. C'est exactement ce que vous allez retrouver à ce niveau. On va le faire pour une classe hein, pour gagner en temps. Vous voyez par exemple, pour la classe de CIL, eh bien, on précise ici que l'inscription est d'un montant de 15 000 francs attendu au 30 septembre 2024. Vous noterez que chaque année, eh bien, vous aurez à faire ce paramétrage. Vous aurez bien sûr un bouton qui vous permet de dupliquer un paramétrage que vous avez effectué une année antérieure pour le compte de la nouvelle année. C'est important de pouvoir le faire pour chaque année scolaire parce que les frais et même les catégories de recettes ou de dépenses peuvent varier d'une année à une autre. Donc ici, pour la partie scolarité, on a prévu ici un montant, on a une date limite et vu que nous avions défini deux tranches pour la catégorie scolarité, il vous sera demandé au niveau de chaque classe d'indiquer le montant attendu pour chacune des tranches, de même que les dates limites. Les dates limites que vous fixez ici pour les tranches doivent être cohérentes avec ce que vous avez fixé pour le montant principal. Ça veut dire qu'ici, vous mettrez la date limite la plus lointaine, du moins la date limite de la toute dernière tranche. Et ici, vous indiquerez pour chacune des tranches la date limite attendue. Une fois que vous avez
eh bien, enregistrer toutes ces informations. Vous n'êtes pas obligé de renseigner pour chacune des classes. Vous pouvez commencer par une classe, faire la validation et puis poursuivre après en fonction du temps dont vous disposez. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton mettre à jour et vous aurez ici un message affectation des montants réalisés avec succès. Maintenant, vous vous demandez comment encaisser avec Skolab. Eh bien, vous pouvez venir sur la partie finance. Ensuite, vous allez venir ici pour une recette scolaire. Vous cliquez sur recette scolaire. Recette scolaire, c'est une recette qui provient d'un élève. Et puis, vous allez remplir les différents champs. Mais avant d'enregistrer toute dépense, vous noterez que vous devez absolument créer un moyen de paiement. Un moyen de paiement, ça peut être la caisse. Vous pouvez encaisser des espèces, vous pouvez encaisser via mobile money, vous pouvez encaisser via un paiement dans votre compte bancaire. Alors pour créer des moyens de paiement, vous cliquez sur moyen de paiement. Ensuite, vous allez devoir enregistrer une référence. Par exemple, caisse 1. Vous avez différentes catégories. Je vais choisir ici espèces et vous faites une description, par exemple, caisse principale avec un solde initial. Vous cliquez sur ajouter et vous pouvez faire autant pour si vous disposez de plusieurs moyens de paiement. Lorsque vous l'avez fait, vous pouvez maintenant revenir sur ce que nous étions en train de dire, finance, recette scolaire, si la recette provient d'un élève. Et vous sélectionnez, on va sélectionner par exemple là, et puis vous retenez un des élèves, Aboubakar Keta. Vous allez donc ici indiquer le moyen de paiement concerné. Si ce sont des frais d'inscription, on va supposer par exemple qu'il verse 10 000 francs et qu'en plus il paye, on va dire qu'il verse 15 000 francs, l'intégralité de son inscription, et qu'il paye également des frais de scolarité, 30 000. Vous cliquez sur le bouton enregistrer et vous êtes amené ici sur cette page qui résume l'opération que vous venez de faire. Une inscription 15 000, scolarité 30 000. On a ici le payeur, on a la date, on a le moyen de paiement concerné et puis on peut imprimer le reçu. Vous cliquez tout simplement sur imprimer le reçu et on va ensemble voir comment le reçu, lui, il va se présenter. Vous avez la partie ou alors l'exemplaire de l'école, n'est-ce pas? Ça, c'est la première partie. Vous avez ici des pointillés qui vous permettront de diviser le document en deux et puis ici en dessous, vous avez l'exemplaire qui est remis aux parents d'élèves. Ce qui fera la particularité de l'exemplaire remis aux parents d'élèves, c'est qu'il va préciser le ou les opérations qui viennent d'être effectuées, de même que les moyens de paiement concernés. Et puis, il va lui fournir ici un petit tableau récapitulatif de ses engagements financiers vis-à-vis de l'école. Donc, vous avez les différentes catégories de paiement qui sont attendues. Vous avez les échéances, vous avez le montant irrelatif, vous avez la partie réduction. Si jamais vous accordez une réduction, ça ressortira ici. Le montant qui est déjà payé, le reste et puis l'impayé. Donc, c'est un tableau qui permet comme ça aux parents, lorsqu'ils partent à la suite de son paiement, de savoir exactement ce qui reste à payer, de même que les échéances correspondantes. Ça vous permettra d'améliorer le taux de paiement de vos différents parents dans les délais. On sait à quel point il est important pour une école ou pour toute autre organisation de recevoir les fonds suffisamment à temps. Dans la deuxième méthode pour faire un encaissement, eh bien, c'est tout simplement de venir sur la liste des élèves. Vous irez dans gestion élèves, cliquez sur liste élèves. Et ensuite, si l'élève est dans la toute première page, vous pouvez le sélectionner. Mais s'il n'apparaît pas dans la première page, vous pouvez le rechercher. On va donc prendre un exemple. J'ai ici le nom d'un élève. Vous cliquez tout simplement sur la touche entrée et vous avez ici différentes propositions. Donc, supposons que c'est cet élève que nous recherchons, Bineta Bari, n'est-ce pas? Vous viendrez ici sur le bouton d'option, vous cliquez là et puis vous sélectionnez encaisser. Comme ça, c'est directement l'élève qui est sélectionné. Ça vous permet de gagner du temps et de n'être plus obligé de venir sélectionner le cycle, la classe et puis l'élève. Donc, cet élève-là, on procède à son encaissement, par exemple 100 francs. Vous cliquez ici sur enregistrer et vous pouvez imprimer directement son reçu. Pour diverses raisons, vous pouvez accorder des réductions à vos élèves, des réductions financières, j'entends. Comment le faire avec le logiciel Skolab? Donc, première chose à faire, vous allez définir des catégories de réduction. Pour ça, vous irez dans la partie paramètres, vous retenez ici catégorie de réduction. Vous allez cliquer ici et puis on va définir le nom et une description qui donne plus d'informations sur la raison d'être de cette réduction. Lorsque vous avez complété les deux champs, vous cliquez ici sur ajouter
Et vous avez donc la liste des différentes catégories de réduction qui vont se présenter. Et vous pourrez comme ça ajouter d'autres catégories de réduction. Si vous voulez accorder une réduction à un élève en particulier, vous viendrez par exemple ici sur la liste des élèves et on va procéder exactement comme on l'a fait avec les encaissements. Vous venez ici sur le bouton d'option, vous sélectionnez réduction et vous pouvez accorder une réduction. Là, c'est la catégorie. Ensuite, on accorde cette réduction pour quel type de recette, par exemple pour la scolarité. Et puis, on va mettre ici un montant, 10 000 francs. Vous cliquez sur le bouton enregistrer. Donc là, c'était pour quel élève? Aboubacar Keita. Si je reviens ici sur la gestion des élèves, vous venez ici sélectionner l'élève en question, Aboubacar Keita. Vous venez ici sur la partie finance. On peut tout à fait constater que la colonne réduction a été alimentée des 10 000 francs et ce montant est pris en compte dans la détermination du reste qu'il doit verser. Parce qu'ici, on avait un montant de la tranche fixé à 45 000. Il a déjà versé 30 000. Si on tient compte de sa réduction, il ne lui restera pas à verser 15 000, mais bien plutôt 5 000. Donc, je viens de vous montrer comment accorder, comment définir déjà une catégorie de réduction, comment accorder une réduction à un élève et puis comment cela sera pris en compte dans la situation financière de ce dernier. Bien entendu, pour accorder une réduction, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir dans la partie finance, vous cliquez sur réduction accordée et puis vous cliquez sur le bouton attribuer une nouvelle réduction et il vous reviendra de sélectionner le cycle, la classe, l'élève avant de pouvoir lui accorder une réduction particulière. Parlons maintenant de la possibilité que vous avez de créer des comptes utilisateurs par an parce que le logiciel vous aidera à favoriser une meilleure interaction entre vous, l'établissement et puis le parent d'élève. Ce dernier peut avoir un compte, un accès au logiciel, un accès limité bien entendu. Il n'a accès qu'aux informations concernant les élèves qu'il a inscrits à l'école et pourra notamment consulter les notes de ces derniers, les absences scolaires, la partie finance, les versements qu'il a déjà effectué et puis ce qu'il doit à l'établissement. Pour créer un compte parent, vous viendrez ici sur la gestion des utilisateurs, vous cliquez sur ajouter et vous allez renseigner les différents champs. Vous noterez qu'ici, il faut attribuer un rôle parent. Ne faites pas l'erreur de donner un rôle distinct, sinon il aura accès à des informations auxquelles il n'a pas droit. Lorsque vous avez rempli les différents champs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez associer ici le parent pour lequel vous créez le compte à un ou plusieurs élèves. Et vous verrez une petite liste s'afficher ici en dessous. Ce que vous faites, vous saisissez les premiers caractères ou même le nom complet. Vous pouvez aussi le saisir le nom partiellement. Vous cliquez sur le bouton rechercher, il va vous ressortir tous les élèves déjà enregistrés dans la base de données qui portent en partie ce nom. Et puis ce qui nous intéresse par exemple ici, c'est Aboubacar Keita. Donc on va le sélectionner. Ensuite, on va faire une deuxième recherche. Cette fois-ci, Aboubacar avec K. Je vais cliquer sur le bouton rechercher. Et puis, celui qui va nous intéresser, c'est si Aboubacar. Vous cliquez sur Select. Donc là, on a deux élèves. Et puis, vous pouvez cliquer sur Remove pour le sortir de la liste, n'est-ce pas? Ça vous permet de nettoyer au cas où vous vous êtes trompé. Donc, une fois que vous avez terminé de sélectionner, d'associer les élèves aux parents, vous n'oubliez pas de mettre ici le mot de passe. Donc, le mot de passe que vous allez indiquer ici est un mot de passe qui est modifiable ensuite par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur peut réinitialiser le mot de passe. Lorsque vous avez terminé de remplir les différents champs, vous cliquez sur le bouton ajouter. Vous allez voir un message de confirmation. Nouvel utilisateur créé avec succès. Un email de confirmation lui a été envoyé. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement aller dans sa boîte de réception, cliquer sur l'email qu'il a reçu. On va cliquer sur le mail qui a pour titre confirmation de compte. Vous avez ce lien sur lequel il devra cliquer afin de se connecter. Ici, il indique l'email et puis là, le mot de passe que vous lui avez communiqué. S'il souhaite changer le mot de passe après connexion, il pourra, dans le cadre d'une nouvelle connexion, venir cliquer sur récupérer le mot de passe afin de définir un mot de passe plus personnalisé. Donc, il va cliquer sur se connecter. Et puis, comme vous pouvez le constater, il n'arrive pas sur le tableau de bord de l'école parce que là, ce sont des informations confidentielles auxquelles il n'a pas accès. S'il clique par exemple là sur le tableau de bord, il ne pourra pas voir le tableau de bord. S'il clique par exemple ici sur gestion des utilisateurs, il n'a pas les permissions pour faire ça. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est venir ici afficher la liste des élèves et puis les élèves qu'on va lui envoyer dans la liste, c'est
uniquement les élèves qui ont été associés à son compte. Et par conséquent, il peut venir ici consulter les informations concernant ces élèves-là. Abordons maintenant la partie comptable de notre présentation. On verra comment tenir sa comptabilité avec le logiciel de Scholab. Tout ce qui est comptabilité est dans la partie comptabilité ou accounting. En passant, si je ne l'ai pas encore montré jusqu'ici, sur toutes les pages de listing, vous pouvez changer la langue et passer du français à l'anglais. Donc, si vous avez des collaborateurs qui parlent, qui s'expriment en anglais, ils peuvent utiliser le logiciel en anglais. Donc, pour la comptabilité, eh bien, pour ajouter un fournisseur, si vous avez besoin de suivre des paiements de factures, vous allez enregistrer des fournisseurs. Ce sont des prestataires habilités à faire une fourniture de biens ou à faire une prestation de service au sein de votre école. Vous allez donc indiquer à ce niveau le code, que vous aurez défini, le nom, éventuellement l'adresse, téléphone, email, éventuellement le numéro de compte. Ici, le compte tel qu'il va le ressortir ici, c'est le compte que vous aurez choisi pour automatiser les écritures comptables concernant vos fournisseurs. Mais si vous n'avez pas encore créé de compte, il est tout à fait logique que vous n'ayez rien à ce niveau. Et puis, vous allez décider si votre fournisseur il est actif ou non. Pour valider la création de votre fournisseur, vous cliquerez sur Ajouter et vous pouvez comme ça rajouter plusieurs fournisseurs de suite. Vous noterez que la colonne facture va faire ressortir en cumulé les différentes facturations que votre fournisseur a faites, tandis que la partie solde donnera le solde courant, le solde dû. Ça vous permettra donc de suivre la situation de solde de chacun de vos fournisseurs. Lorsque vos fournisseurs sont enregistrés et qu'ils vous remettent des factures, vous pouvez venir enregistrer ces différentes factures afin de pouvoir les payer ultérieurement. Donc, une nouvelle facture, vous viendrez toujours dans la rubrique comptabilité, vous cliquez sur nouvelle facture, vous allez sélectionner le fournisseur, vous indiquez ici le numéro de la facture, la date d'émission, la date d'échéance, ça veut dire la date limite de paiement de cette facture, le type de dépense et puis ici vous indiquerez le montant total de la facture. Lorsque vous avez fourni ces différentes informations, vous allez cliquer sur le bouton ajouter et puis vous pouvez comme ça ajouter plusieurs factures. Voilà nos différentes factures créées. Donc on a ici 4000, 5400, ça fait 9400, on a 2500, ce qui fait un total de 11 900 pour le même fournisseur. Donc si je viens consulter la situation des fournisseurs, mais ça presse, on a bien un total de factures de 11 900 et puis un solde équivalent. Si nous souhaitons payer ce fournisseur, vous viendrez ici et puis vous allez cliquer sur le bouton payer, n'est-ce pas? Vous allez indiquer ici la référence de paiement. Supposons que le fournisseur, vous le payez et puis va vous remettre un reçu de paiement. Le reçu de paiement a pour numéro, peut-être il s'appelle REC 001. Le moyen de paiement, c'est par la caisse. Vous indiquez ici la date du paiement. Ensuite, le montant total payé. Vous ne pouvez pas apporter de modification sur ce total parce qu'ici en dessous, vous avez l'obligation de détailler le paiement. Vous noterez que vous pouvez effectuer un paiement complet, total, des différentes factures ou plutôt un paiement partiel. Supposons que la première facture est payée à hauteur de 2000, la deuxième facture est payée globalement et puis la dernière est payée globalement. Vous allez donc venir cliquer sur le bouton ajouter et puis on a ici un paiement de 9900. Si vous souhaitez avoir le détail de ce paiement, vous cliquez sur ce bouton et puis vous avez les différentes factures qui ont fait l'objet d'un paiement, de même que leur montant respectif. Si nous revenons sur la feuille de présentation des fournisseurs, on va constater que ce fournisseur a des factures en cumulé à hauteur de 11 900 et puis il présente un solde de 2000. Donc c'est uniquement un reliquat de 2000 qui pour l'instant n'est pas encore payé. Et puis la situation du fournisseur, c'est un fournisseur actif. Nous pouvons observer les changements déjà sur notre tableau de bord et puis vous allez constater ici que la partie du tableau consacrée à la répartition des dépenses est alimenté. On a ici un graphique circulaire qui présente 100% des dépenses pour l'instant effectuées au titre des fournitures scolaires, de même que le montant. Donc vous noterez que les 11 900, c'est l'ensemble des factures que nous avons déjà enregistrées pour notre fournisseur. On vient de voir la première méthode d'enregistrement des dépenses de l'école. Vous pouvez donc catégoriser ou plutôt créer des comptes fournisseurs. Ensuite, lorsque vous recevez des factures de ces fournisseurs, vous les enregistrez. Ça vous permet de garder la traçabilité
de ces factures. Vous enregistrez également dans le logiciel les paiements effectués au profit de ces différents fournisseurs. Ça, c'est une première façon de faire qui donne plus d'informations, plus de clarté, plus de transparence sur les différentes dépenses effectuées. Et puis, vous avez une précision aussi sur les dates de paiement, le détail même des paiements. Une deuxième façon d'enregistrer des dépenses, une façon simplifiée d'enregistrer les dépenses, c'est d'aller dans la rubrique finance. Ensuite, vous cliquez ici sur dépenses directes. Dans la dépense directe, vous n'avez pas à préciser les factures, les fournisseurs, etc., etc. Il vous suffit juste d'indiquer la rubrique de dépenses, de même que le montant, et vous pouvez bien entendu apporter des précisions dans la partie commentaires. Donc, si vous avez par exemple des dépenses de salaire et que vous voulez enregistrer ces dépenses de salaire comme étant des dépenses directes, vous allez sélectionner ici le moyen de paiement. Vous allez venir sélectionner la catégorie salaire, par exemple ici 7500. Vous pouvez ici donner plus de précision. Une fois que vous avez terminé de noter ces précisions-là, vous cliquez sur le bouton enregistrer et vous allez voir que sur notre tableau de bord, cette dépense va être prise en compte, la dépense de 7500 au titre des salaires. Vous voyez qu'il y a une coloration, donc le graphique circulaire prend en compte cet ajout. Maintenant, on va voir, voir comment comptabiliser, comment générer des écritures comptables. Donc, vous noterez qu'il y a deux choses importantes. Si vous voulez enregistrer les écritures comptables, il faut déjà créer un plan de compte, il faut créer des journaux comptables. C'est vrai que le logiciel prévoit des catégories de journaux que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des journaux de type achat, des journaux de type vente, des journaux de type trésorerie, des journaux de type opérations diverses. Pour ce qui est de la création donc des journaux, vous viendrez ici sur liste des journaux. Vu que ça n'existe pas encore, on va faire notre première saisie. Catégorie de journal, catégorie achat. On va donc l'appeler achat. Vous pouvez ici apporter une précision dans la description pour indiquer par exemple le type d'opération qui devra donc être comptabilisé dans ce journal. Vous cliquez sur ajouter et vous pouvez comme ça créer successivement vos différents journaux comptables. Donc comme vous pouvez le noter, j'ai créé un journal qui s'appelle achat, catégorie de journal de achat. Je n'ai pas communiqué de description. J'ai ici créé un journal de banque, type trésorerie, journal caisse, type trésorerie, journal OD pour opérations diverses, du type opérations diverses, et enfin journal de vente pour le type vente. Lorsque vous avez donc créé vos différents journaux, il est important aussi de créer une période comptable. Pour ce qui est de la période comptable, vous êtes toujours dans la rubrique comptabilité. Vous noterez que si vous n'avez pas créé de période comptable, vous ne pourrez passer aucune écriture. Généralement, dans différents environnements réglementaires, la période comptable va correspondre à l'année civile. On va par exemple ici créer une période qui va du 1er janvier 2024 au 31/12/2024. Vous cliquez ici sur le bouton ajouter. Donc, lorsque vous avez des périodes comptables, ça permet en fait de délimiter, parce que la vie d'une entreprise, de même que celle d'une école, du point de vue comptable, est découpée en années, n'est-ce pas? Allant d'un jour à un autre. Ces années permettent de mesurer la performance financière ou économique sur cette période-là pour qu'à un moment donné, on dise que voilà, l'école a dégagé une marge de temps, la situation patrimoniale, elle est de temps. Donc, c'est la raison d'être de ce qu'on appelle ici des périodes comptables ou encore des exercices comptables, pour reprendre ici le jargon de la comptabilité. Donc, lorsque vous avez défini une période comptable et puis à la fin de chaque année, vous allez créer une nouvelle période comptable, on va devoir ici créer ce qu'on appelle un plan de compte. Le plan de compte va consister à créer des unités, tout simplement des unités de compte dans lesquelles des écritures pourront ensuite être passées. On va par exemple ici, juste pour vous montrer comment ça se passe, vous indiquez ici un numéro de compte. On va l'appeler par exemple ici, on peut choisir une numérotation à 6 chiffres. On va l'appeler ici compte fournisseur, tout simplement, ou même fournisseurs locaux. On peut fournir ici une description du compte, enregistrer les factures reçues par les fournisseurs. Le type de compte, c'est un compte de type passif. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer des comptes par an. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore de compte, vous ne pouvez pas associer un compte par an. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton ajouter. Donc, créer des comptes, c'est pas du tout compliqué. Il vous suffit d'aller sur nouveau compte, renseigner
quelques informations telles que le numéro, le libellé, et puis vous avez créé votre compte. On va donc successivement en créer quelques-uns. Donc voilà mon plan de compte, hein. J'ai créé quelques-uns. J'ai créé des comptes de produits, vente de tenues. Là, j'ai sélectionné un compte de vente de marchandises. On va supposer ici que j'achète des tenues, ensuite je les revends aux élèves. Vente de services, ici c'est pour les frais que je perçois au titre de l'inscription, de la scolarité, etc. Donc une école fournit des services. Je vais donc créditer ici un compte de vente de services. On a également des comptes de trésorerie. J'ai peut-être mon compte banque, hein. J'ai créé un compte correspondant, j'ai créé un compte pour les espèces, la caisse, j'ai créé un compte pour mes fournisseurs, pour les comptes clients. Là, c'est pour les comptes pour enregistrer en tout cas les créances, hein, sur les élèves. Donc, maintenant que j'ai le plan de compte, maintenant que des journaux sont créés, des écritures comptables peuvent être produites. Voyons maintenant comment générer des écritures comptables. Comment comptabiliser avec SchoolApp. Vous irez toujours dans la partie comptabilité, liste des écritures. Vous allez faire votre première saisie. Ici, c'est la période comptable par défaut. C'est la toute, du moins celle qui correspond à la date de la saisie, hein. Par défaut, il vous remonte la période. Si vous avez plusieurs périodes comptables qui existe déjà, il vous mettra par défaut celle qui correspond à la date de votre saisie, hein. Donc ici, vous allez devoir indiquer le journal. On va supposer ici que j'achète des tenues, hein. J'achète donc des tenues à mon fournisseur. Je vais enregistrer ma facture. Vous allez mettre ici la référence de l'opération. Vous allez indiquer ici une description, par exemple achat, tenue, facture 001. Ici, vous allez choisir le compte que vous allez débiter, par exemple le compte d'achat de tenue, hein. Vous allez créer une autre ligne. Tout dépendra du montant de la facture que vous avez entre les mains. Par exemple, le montant il est de 1500. Ici, vous allez créditer, hein, votre compte fournisseur, hein, pour un montant de 1500. Si vous avez la TVA à comptabiliser, eh bien, vous allez créer un compte à débiter en contrepartie, bien entendu, du compte fournisseur. Vous pouvez bien sûr supprimer une ligne qui ne vous sert à rien. Et une fois que vous avez terminé de passer votre écriture, vous cliquez tout simplement sur le bouton ajouter et vous avez ici le numéro de pièce qui vient d'être généré, c'est le numéro 1. Donc vu que nous passons la toute première écriture, cette écriture va être numérotée 1. Donc ce numéro, vous allez le porter sur votre facture, hein, sur la pièce physique, dans la mesure où vous devez archiver, hein, tous vos documents comptables, tous vos supports qui justifient vos écritures comptables doivent être conservés. Et puis, on a le droit comptable, le droit commercial définit donc les périodes de conservation des documents. Mais tout ce que vous enregistrez dans votre comptabilité, notamment dans le système comptable OHADA, doit être conservé au minimum 10 ans. Une comptabilité qui est bien tenue suppose également d'archiver correctement les documents. Et lorsque les documents sont correctement archivés, ça vous permet comme ça de justifier éventuellement des opérations que vous avez comptabilisées auprès d'un contrôleur, auprès d'un réviseur, auprès de votre expert comptable, auprès de l'État en cas de contrôle fiscal par exemple. Vous pouvez donc revenir à la liste des écritures en cliquant sur ce bouton. On va passer quelques écritures comptables et puis on verra ensuite comment afficher un grand livre d'un compte, comment afficher une balance également. Finalement, j'ai passé 3 écritures d'achat de fournitures scolaires. Si vous souhaitez consulter un grand livre, hein, vous viendrez dans la partie comptabilité, vous sélectionnez grand livre et vous allez ici indiquer, hein, le numéro de compte concerné. Supposons que c'est le compte fournisseur que vous souhaitez afficher. Par défaut, ici, vous avez la date de début année scolaire et puis la date du jour, hein. Vous pouvez bien sûr changer les dates si vous le souhaitez. Vous cliquez sur voir le grand livre, hein, et puis vous pouvez voir l'extrait de vos comptes. Vous avez donc ici l'ensemble des opérations, n'est-ce pas? De même que le solde progressif. Un solde négatif est un solde créditeur, tout simplement. Si votre solde il est positif, ça veut dire que on est en présence ici d'un solde débiteur. Donc voilà comment consulter le grand livre de vos comptes. Si vous souhaitez afficher la balance, vous viendrez toujours sur la partie comptabilité, vous cliquez sur solde. Ensuite, vous indiquez la date à laquelle vous souhaitez consulter votre balance. Vous cliquez sur voir solde et puis là, vous avez vos différents comptes qui ont été mouvementé avec les différentes colonnes, le mouvement, le solde ouverture débit, solde ouverture crédit, le mouvement débit et puis le solde fin. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire, hein, sur la tenue comptable. On n'a pas parlé de la consultation
Des emplois de temps de classe. Il est important de temps en temps de consulter les emplois de temps, ne serait-ce que pour vérifier l'équilibre des charges de travail. Donc pour consulter l'emploi de temps d'un enseignant, vous viendrez ici sur la liste des utilisateurs. Si on vient chez cet enseignant, vous cliquez juste sur son compte, vous venez sur emploi de temps, vous allez voir l'emploi de temps de cet enseignant sur les différentes journées de travail, les différentes classes et les cours qu'il dispense dans ces différentes classes. Si vous allez dans la liste, dans la partie classe, vous venez ici sur emploi de temps, vous pourrez consulter l'emploi de temps d'une classe en particulier. Si on sélectionne cette classe, elle n'a pas d'emploi de temps. Vous venez ici, vous pouvez voir l'emploi de temps de cette classe. Autre chose dont je ne suis pas certain de vous en avoir parlé, c'est celui de la modification de son profil. Donc si vous souhaitez modifier des informations correspondant à votre profil, vous venez sur compte, vous cliquez sur profil et puis là vous pouvez apporter des modifications. Vous cliquez sur éditer et puis vous pouvez modifier, ajouter des informations qui n'existaient pas au départ et puis vous cliquez sur le bouton mettre à jour pour procéder à la validation. Et puis si vous souhaitez vous déconnecter, vous cliquez tout simplement sur déconnexion. Vous sortez de façon sécurisée du site pour éviter que quelqu'un d'autre ne se serve par exemple de votre compte pour accéder à des informations qui sont confidentielles. Voilà, nous sommes au terme de la présentation du logiciel de gestion scolaire ScholApp. J'espère que maintenant tu as une vision plus globale du fonctionnement de ce logiciel. Comme tu l'as certainement constaté, à la différence des autres logiciels qui existent sur le marché, ScholApp ne reste pas que sur un aspect du fonctionnement de l'école parce que vous avez des logiciels qui ne font par exemple que des inscriptions, d'autres qui ne vont être confinés qu'à la gestion de notes et production de bulletins. Ainsi, le responsable d'établissement ou ses collaborateurs se retrouvent en train d'utiliser plusieurs logiciels à la fois. Un logiciel pour la tenue de la comptabilité, un autre pour gérer les notes, un autre encore pour s'occuper des inscriptions scolaires. ScholApp couvre tous vos besoins administratifs et vous permet de tenir une comptabilité complète. Alors pour tester par vous-même, vous avez la possibilité de prendre une souscription valable 14 jours sans engagement. Pendant 14 jours, vous travaillez avec vos données, vous testez les différentes fonctionnalités, vous voyez comment ça marche, vous voyez comment ça vous aide à améliorer la qualité de la gestion de votre établissement et puis au terme des 14 jours, vous pouvez choisir de continuer avec le logiciel de ScholApp ou pas du tout. Il y a un lien dans la description à partir duquel vous pouvez nous contacter afin de bénéficier des 14 jours de test gratuits. Et si vous avez d'autres préoccupations, je reste disponible pour vous apporter un complément d'information.